Just, it was me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session. Je suis Megan Clément et je me définis comme une journaliste féministe. Je suis anglaise et australienne. Vous le noterez peut-être dans mon très léger accent. Je parlerai donc en français, mais aussi en anglais quand je poserai les questions aux autrices de notre rencontre. Hello everyone and welcome to this session. I am Megan Clement, a feminist journalist and editor of the Impact newsletter. I will be doing my best today to speak in English and in French throughout the event with the help of our wonderful translators. Je suis rédactrice en chef de la newsletter Impact. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la newsletter, nous publions des articles journalistiques sur les droits des femmes et des mouvements féministes en français et en anglais. Impact fait partie de la famille de la newsletter Les Glorieuses, qui est partenaire de cet événement, le Festival America. For those who do not know Impact, we publish journalism about women's rights and feminist movements in French and in English every Monday. We are a member of the Les Glorieuses newsletter network, which is a partner for this event at the Festival America. Alors, j'ai un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet que me tient à cœur, la voix des femmes. Je suis entourée de 3 autrices extraordinaires qui explorent l'éventail de ces voix. It's my enormous pleasure to be here today to discuss a subject that is very, very close to my heart and that really animates the work that I do. La voix des femmes, the voice of women. I am joined by 3 authors whose extraordinary literary works explore the varied range of these voices. Terese Mailhot est écrivaine, journaliste et professeure à l'université Purdue dans Indiana. Elle est ce qu'on appelle une New York Times bestseller avec l'ouvrage Petite femme montagne, récemment publié en français aux éditions des Paysages et traduit par Annie Provost. Son travail est apparu dans le recueil Best American Essays et aussi dans The Guardian, Los Angeles Times, Guernica et plus. Terese Mailhot est membre de la Première Nation de Seabird Island en Colombie-Britannique. Terese Mailhot is a writer, journalist, and professor at Purdue University in Indiana. She is the New York Times best-selling author of Heartberries, a memoir recently published in French by Éditions des Paysages and translated by Annie Provost. Her work has appeared in Best American Essays, as well as The Guardian, The New York Times, Guernica, and more. She is a member of the Seabird Island First Nation in British Columbia. Nicole Dennis-Benn a écrit 2 romans primés, Here Comes the Sun et Si le soleil se dérobe, qui sortent en français ce mois-ci, traduits par Benoît d'Auvergne pour les éditions de l'Aube. Ces 2 livres ont remporté un Lambda Literary Award et elle a écrit pour The New York Times, Elle et Catapult. Nicole est la fondatrice de l'atelier d'écriture Stuyvesant. Nicole Dennis-Benn has written 2 award-winning novels, Here Comes the Sun and Patsy, which is out in French this month, translated by Benoît d'Auvergne for Éditions de l'Aube. Both of her books have won a Lambda Literary Award, and she has written for The New York Times, Elle, and Catapult, among many others. Nicole is the founder of the Stuyvesant Writing Workshop. And finally, Emma Cline est l'autrice du best-seller international The Girls, également lauréat du prix Shirley Jackson. Son recueil de nouvelles Daddy est publié en français par les éditions La Table Ronde et traduit par Jean Esch. Ses écrits ont été publiés dans The New Yorker, The Paris Review, Best American Short Stories et bien d'autres endroits. Elle a été nommée l'une des meilleures jeunes romancières américaines par le magazine Granta. Emma Cline is the author of international bestseller The Girls and winner of the Shirley Jackson Award. Her short story collection Daddy is published in French by La Table Ronde and translated by Jean Esch. Her writing has appeared in The New Yorker, The Paris Review, Best American Short Stories, and many other places. She has been named one of Grata's best young American novelists. Bienvenue à toutes les 3 et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Nicole, Dennis-Benn, if I can start with you, I'd like to start by asking you about how women's voices are shaped by their circumstances and the expectations placed upon them in your fiction. In your first book, Here Comes the Sun, and also in your second, Patsy, the way that the girls and women, often in the same family, will speak differs based on the opportunities they might have had and what the kinds of worlds that they move between. In your writing process, how important is voice when conceiving of your characters? I'll just let Meredith translate that into French for me. Nicole, Dennis-Benn, j'aimerais commencer par vous demander comment les voix des femmes sont façonnées par les situations et les attentes qui leur sont imposées. Dans Here Comes the Sun et aussi votre deuxième livre, les filles et les femmes de la même famille parlent différemment en fonction des opportunités qu'elles ont eues dans la vie et des mondes entre lesquels elles se déplacent. Dans le processus d'écriture, quelle est l'importance de la voix lors de la conception de vos personnages? Good morning, everyone. Thank you for having me. So, Here Comes the Sun and Patsy. As a writer, let me answer the process first. I really wanted to document or to write about Jamaican working class women. As being born and raised in Jamaica, it was very important to my family for us to not speak up, for us to be silent, to respect shame more, so don't air your dirty laundry in the public. And for some reason, when I started writing, I actually started writing against that, because I actually wanted to give us voices. I wanted us to talk about the stories that we're inclined to be secretive about, out of shame. And so as a feminist writer myself, I tend to give the lens to female protagonists. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous. Et j'aimerais vous expliquer que qu'en tant qu'écrivain, ma priorité était d'aborder le sujet des femmes ouvrières, donc de la classe ouvrière en Jamaïque, car c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi, et à une époque où nous avions l'obligation d'être silencieuses. On nous faisait honte si d'aventure on parlait de nos affaires privées en public. Et moi, j'ai décidé d'aller à l'encontre de ça. Je pense qu'il est important de faire porter notre voix et de raconter des histoires que la honte, généralement, nous fait tenir secrètes. Et c'est peut-être mon féminisme qui me fait privilégier des personnages féminins. Also, in Jamaica, we are a women-run country. But it's interesting because majority of who you see at the head are men, and also men get to tell their stories. We have so many Jamaican male authors. But in terms of who I am as a woman, I wanted to make sure that we are seen. And so my books reflect that. And in terms of the circumstances that my characters went through, with Here Comes the Sun, Margot, the main protagonist, had a lot to deal with. She was not given the education, which a lot of young working class Jamaican girls aren't given. And so she did the best thing she knows how by setting herself in, being a prostitute so that her sister can have a better opportunity than she does. And also Patsy, which is the opposite, my second novel, she leaves the island with hopes that she can have upward mobility, and of course finding herself as a woman, of course choosing herself and daring to not. Sorry. Il faut bien comprendre que la Jamaïque, c'est un pays qui est dirigé par les femmes, même si officiellement, c'est les hommes qui sont aux commandes. Et donc, ça explique le fait qu'il y a énormément d'auteurs jamaïcains qui sont des hommes. Mais moi, je voulais rendre visibles les femmes et faire porter le voix. Et c'est ce que je fais dans mes ouvrages. Les circonstances, par exemple, que vivent mes différents personnages. Margot, dans mon premier livre, Here Comes the Sun, elle n'entend pas qu'on lui donne une invitation. Elle prend les devants et elle se prostitue, certes, mais c'est pour faire en sorte que sa sœur ait une vie meilleure.
cœur. Et dans mon deuxième livre, qui s'appelle Patsy, du nom du personnage principal, Patsy n'hésite pas à traverser l'océan pour aller aux États-Unis et pour s'élever dans la société, pour se trouver en tant que femme. And also documenting what it's like for an undocumented woman in a country where she's foreign, she's undocumented, and working towards a goal of visibility and reclaiming her life, which she didn't feel she had back home in Jamaica. J'aimerais également faire porter la voix des femmes sans papier, des femmes invisibles, pour leur donner cette visibilité, pour leur rendre la vie qu'elles auraient dû avoir dans leur pays d'origine et qu'elles recherchent dans leur pays d'adoption. Thank you so much. Terese Mary Mailhot, the use of your own voice in your work is just extraordinarily compelling. In Heartberries, you write, "I can name my pain so well that people are afraid of the consequences and power." From your perspective, where does that immense power come from, and how have you harnessed it in your craft? Terese Mary Mailhot, l'utilisation de votre propre voix dans votre travail est très convaincante. Dans Petite femme montagne, vous écrivez « Je peux tellement bien nommer ma souffrance que les gens ont peur de ce pouvoir et de ses conséquences. » De votre point de vue, d'où vient cet immense pouvoir et comment l'avez-vous exploité dans votre métier? I think when you are subject to a system or government, you don't realize your power because you're consistently undermined and not heard. And then when you're a victim of violence or abuse or degradation, you hear things like, well, there's two sides to every story. And women are often told this, and I hate that. Because it's like, no, there's power in my story. I can render the truth of my life. And some things that have been done to me are inexcusable by systems, by people, by parents, you know. And I do have grace and I have love for people. And I think that's, you know, where the power comes from is your humanity and like your deep humanity and love for people and desire to understand even the worst part of them, you know? And also being Indigenous, it's like story lives in you and that's our culture. Quand vous êtes assujetti à un système ou à une administration, par exemple, vous ne voyez pas votre pouvoir parce que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté. Quand vous êtes victime de violences, vous entendez toujours qu'il y a deux côtés de l'histoire. On dit cela surtout aux femmes, et moi je déteste ça, parce qu'en fait, mon histoire, ça représente le pouvoir. Ma vérité, c'est du pouvoir. Des choses m'ont été faites qui étaient inexcusables. Mais moi, j'ai de la grâce. J'ai de l'amour et mon pouvoir provient de cela. Mon pouvoir provient de mon humanité, de mon amour pour les autres, de mon désir de connaître et de comprendre les personnes. Et en tant que personne indigène, nos histoires nous habitent. Cela fait partie de notre culture. Thank you so much. Emma Cline, in Daddy, the women we meet are often in the process of narrating their experiences back to themselves, or perhaps preparing to tell that story to another person, even as the moment is unfolding. You have this great line, "It had been bearable because it would become a story, something condensed and communicable, even funny." By contrast, I found the men often seemed quite baffled by the world and detached from their circumstances. I wonder, do you think the gendered world that we all inhabit influences the way we talk to ourselves and the way we talk about ourselves? Alors, Emma Cline dans Daddy, les femmes que nous rencontrons sont souvent en train de se raconter leurs expériences ou de se préparer à les raconter aux autres. Vous écrivez, par exemple, « Elle avait tenu le coup parce qu'elle en avait fait une histoire, résumée et communicable, drôle même. » Par contre, les hommes qu'on rencontre semblent souvent déconcertés par le monde et détachés de leur situation. Pensez-vous que le monde genré dans lequel nous vivons influence la façon dont nous parlons de nous-mêmes? Definitely. I mean, I think
I think of this writer, John Berger, who wrote this book, Ways of Seeing, that is often taught in kind of art schools. And it has this line in it about, men look at women and women watch themselves being looked at, which I don't think is, a sweeping truth, but it certainly describes a mode of being in the world that for a long time, I think, has affected the characters in my books anyway, that they've sort of been taught to see themselves from a remove. I thought a lot about kind of what the male gaze is and what that looks like digested by kind of a woman. And yeah, it is strange. It's that kind of disassociation from the self and the body. Yeah. Oui, en fait, je pense en œuvre de l'écrivain John Berger qui s'appelle Ways of Seeing, ou des façons de voir. Il y a une citation super qui dit que les hommes regardent les femmes et les femmes se regardent être perçues. Donc, ce n'est pas la vérité, à mon avis, mais cela décrit une certaine façon d'être qui touche beaucoup de mes personnages. Mes personnages se voient comme si de l'extérieur. Depuis longtemps, je réfléchis en fait à ce regard masculin du point de vue féminin. C'est une sorte de dissociation de soi-même, une sorte de dissociation de l'être. Thank you so much. It seems that in the works of all three of you, you are often interrogating stereotypes and kind of pushing the limits of what set roles might mean for the people, often women, who inhabit them. Terese Marie Mailhot, you write, making Indian women inhuman is a problem for me. We've become too symbolic and never real enough. I wondered, can you speak to how you've worked to make Indian women more real through your writing and push against the stereotypes? Alors, il me semble qu'en tant qu'écrivaine, vous interrogez les stéréotypes. Vous repoussez les limites de ce que certains rôles peuvent signifier pour les personnes qui les habitent. Terese Marie Mailhot, vous écrivez « Les femmes autochtones sont devenues inhumaines. Et selon moi, c'est un problème. Nous sommes trop symboliques et jamais assez réelles. » Comment avez-vous travaillé pour rendre les femmes indiennes plus réelles avec votre écriture et repousser les stéréotypes? I mean, I don't know. Like, there's so many stereotypes. So, like, all the way back from when colonization first began, like the squaw stereotype, and then we had Pocahontas and the savage, and and now we have our identities fixed in tragedy and statistics against us. So really, I think anyone can subvert stereotypes by just writing their own singular story, right? Like their sexuality, their humor, their grace, their love, their culture, their beliefs, their relationship to the land. Like all these things make me dynamic and human, and everyone has that kind of depth, And we just need more books. That's the solution. Yeah. Oui, en fait, je ne sais pas, il y a beaucoup de stéréotypes. De l'époque du colonialisme, nous avons le stéréotype de la squaw. Ensuite, nous avons Pocahontas et le stéréotype du sauvage. Et maintenant, notre identité est vraiment liée à la tragédie et aux statistiques qui ne sont pas dans notre faveur. Moi, je pense que les personnes peuvent repousser ces stéréotypes en écrivant ses propres histoires. On peut écrire ses propres histoires avec de la sexualité, de l'humour, de la grâce, de l'humeur, de la conviction. On peut parler de ses propres liens avec la terre aussi. Tout ça, dans mon écriture, par exemple, ça me rend plus humaine. Tout le monde a ça, tout le monde dispose de ces éléments. Moi, franchement, je pense qu'il nous faut plus de livres, c'est ça.
Je suis bien d'accord. More books. Nicole Dennis-Benn. Patsy centers on, I don't know if it's a stereotype, but it's a figure that's still very, very transgressive for women, this idea of a woman who leaves her child behind, in this case in Jamaica, to pursue what she wants in the US. What was it like to give voice to a woman who made that choice in those circumstances? And if I may just add a little secondary question there, what is the added significance that comes with both the mother and the daughter being queer in that circumstance? Alors, Nicole Dennis-Benn, dans votre livre « Si le soleil se dérobe », vous traitez un sujet qui est encore profondément transgressif pour les femmes. Une mère qui laisse son enfant en Jamaïque pour vivre comme elle veut aux États-Unis. Comment était-ce de donner la parole à une femme qui a fait ce choix dans ces circonstances? Et quelle est la signification supplémentaire qui vient du fait que la mère et la fille sont queer? So while writing Patsy, I did a lot of self-exploration. First of all, I wrote Patsy to answer certain questions I myself was asking as a woman about motherhood. And for me to write a character like Patsy, it was really hard. I backed away for a good 2 months while in the process of writing. Why? Because I felt myself judging her decision to leave her child behind. She actually abandons True, who I'll also talk about. But the thing is, in our culture, in any culture, we're taught as girls that motherhood is what we should aspire to. And if you don't want this, then you're seen as a pariah. I'm going to pause there. Effectivement, dans le cadre de ce processus d'écriture, c'est une exploration de moi-même. J'ai répondu par l'écriture aux questions que je me posais à moi-même, sur moi-même en tant que femme par rapport à la maternité. Et s'agissant de mes personnages, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai mis 2 mois à m'y mettre. Alors pourquoi ? Parce que je me retrouvais à juger mon propre personnage, à juger la décision qu'elle avait prise d'abandonner sa fille en Jamaïque pour aller vivre sa vie aux États-Unis. Dans ma culture et dans n'importe quelle culture, on apprend aux petites filles que la maternité est le Saint Graal et le but ultime. Et si c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas, on est mis au banc de la société. So in terms of Patsy, when I thought about it even more, I decided that, you know what, in order for me to write a character properly, I cannot judge her. I have to love her, I have to walk in her shoe, I have to understand her mentality, what's really going on with Patsy. And starting from scratch, now I'm from a country where abortion is illegal, Jamaica, and Patsy, of course, had no choice in this matter. She had True, did not have that choice to have an abortion. When True was born, did not have a connection to True. Her love was for Cicely, her best friend in the United States. And for Patsy, happiness meant migrating to the United States and rekindling her romance with Cicely, despite having a child. Pour revenir à mon roman, Patsy qui est le nom du personnage principal, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis rendu compte que pour pouvoir écrire correctement ce personnage, il ne fallait pas que je la juge. Il fallait que je ne lui apporte que de l'amour, il fallait que je me mette à sa place, que je comprenne son état d'esprit. Et il faut bien comprendre que dans mon pays, l'avortement est illégal. Ça n'est pas un choix que les femmes peuvent faire. Et mon personnage a eu une fille, malgré elle, qui s'appelle True, on en a parlé. Elle n'a pas eu la possibilité de se faire avorter, ce qui veut dire qu'à la naissance, elle n'a pas réussi à créer ce lien avec sa propre fille. Le seul lien qui l'unissait à un autre être humain, c'était le lien qui l'unissait à son amie d'enfance, Cicely, et son amour secret, et qui était parti aux États-Unis. Et c'est la raison qui l'a poussée à émigrer aux États-Unis pour retrouver ce lien qui la liait à Cicely. Et ce, malgré qu'elle ait eu une fille et qu'elle a donc abandonné. And so when I started writing the book and giving Patsy that freedom, the book opened up. I realized
that I've always, as a writer, was drawn to stories that were not, where characters were making unpopular decisions. It was in my first book, in Here Comes the Sun, and now Patsy having this, making this decision as a woman to do such a thing, and not bothering, no longer caring what the reader might think in that moment, because I wanted to stay true to my character. And usually it's men who leave their families behind, and I wanted to dare write a woman who did this, and also dare the reader to have a conversation about this, which is happening now. And so that really was my intention. And to answer your side story, Et lorsque j'ai démarré le processus d'écriture, j'ai donné à mon personnage la liberté de vivre sa vie. Et ça a toujours été mon but, quel que soit l'ouvrage que je rédige, mon premier bouquin, mon deuxième bouquin, mes personnages prennent des décisions qui ne sont pas populaires. Comment est-ce qu'une femme peut faire ce choix d'abandonner son enfant ? Le tout, c'est de s'affranchir du jugement du lecteur. Et il faut bien comprendre que généralement, celui qui abandonne sa famille, c'est l'homme. En l'occurrence, ici, c'est une femme. C'était un choix. I'll say, okay, so the side question about queerness, to be honest with you, I was even more terrified of that. I remember having a conversation with my best friend while I was drafting the novel. And I told her, and she said to me, oh my goodness, you're gonna have the mother and daughter as queer. And when I heard it out loud, I was like, oh my God, what am I doing? I'm gonna kill my career. Because of course, I was expecting those questions of, there's always an understanding that queer novels, or novels with queer main protagonists, are shoved in the corner of the bookstore. They're not at the center table. Of course, I later learned that there are other factors that go into play with that, but that's another panel. But I said to myself, no, if I'm writing true to my characters and both of them are appearing to me as queer, then I go with it. I can't force them to be who they're not, because I see my characters as humans on the page. And I tell my students that as well. And so for me, it was important. And in addition to that, I wanted to make sure that when I get questions like that, I may ask the person, well, did you feel that it was too much to have two straight characters, a father and his son being straight, or a mother and a daughter being straight? So it happens. And so I wanted to write true to that. Et pour répondre à votre autre question concernant le fait que 2 de mes personnages sont queer, je vous avoue que ça m'a complètement terrifiée, cette perspective. J'en ai parlé à ma meilleure amie, alors que j'étais en train d'écrire cet ouvrage. Elle m'a dit, mais en es-tu bien sûr? Es-tu sûr que tu veux à la fois que la mère et la fille soient queer? Et attention, c'est suicidaire en termes de carrière. Et effectivement, c'est le genre de questions auxquelles je m'attends. Et on est bien conscient que lorsque vous avez un roman où vous avez des personnages qui sont queer, par définition, ce roman est mis de côté et ne se retrouve pas au centre du débat. Alors, je sais bien qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais je voulais être fidèle à la vérité de mes personnages. Et je les voyais comme étant queer et j'ai décidé de les écrire de cette façon. Pour moi, c'était très important. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question, attention, le père est hétéro, le fils est hétéro, ça n'interroge personne. Thank you so much. Emma Cline, excuse me, we also see some classic stereotypes that are disrupted in your work. I'm thinking the nanny who sleeps with the celebrity, the aspiring actress working in retail, or the woman who's in rehab, for example. What drives you to explore the complexities, the hidden complexities in these stereotypes that we might otherwise be missing when we talk about, I suppose, these archetypal women? Emma Cline, nous voyons également certains stéréotypes classiques bouleversés dans votre travail. La nounou qui couche avec une célébrité, l'actrice qui travaille dans le commerce de détail, la femme en cure de désintoxication. Pourquoi explorez-vous les complexités qui nous manquent dans les archétypes féminins?
Yeah, I think as both the other two writers here have said so beautifully, I think as soon as you start treating these characters with specificity and humanity, you kind of explode the stereotype. But I think also those characters that you mentioned specifically are kind of aware of their stereotype too. And I thought that that's another interesting element for me as a writer to play with. Like the woman in rehab who is very aware that she's seen as like a passive victim, who's actually sort of victimizing others while she's there and very aware of herself doing it. Or the nanny who actually kind of pities the celebrity and sees herself as kind of the powerful one, and by the end, even if that's a miscalculation, I'm just interested in humans and how they interact with the story of themselves. Alors, comme les autres écrivaines ici ont dit, quand on commence à traiter de nos personnages avec de la spécificité, de l'humanité, il n'y a plus de stéréotypes en fait. Parce que ces personnages que vous avez mentionnés, ils connaissent le stéréotype. Et ils en sont conscientes. Et cela me donne de la matière à utiliser dans mon travail d'écrivaine. Comme par exemple la femme en cure de désintoxication, elle sait qu'elle est vue comme une victime, qui victimise les autres en même temps. Elle en est consciente. Et la nounou a de la pitié pour la célébrité, en fait. La nounou se voit comme la personne la plus puissante dans cette relation. Donc même si ce n'est pas vrai, moi, je m'intéresse beaucoup à ces personnages et aux histoires qu'ils se racontent sur eux-mêmes. Merci beaucoup. Another thing I found in reading your works in preparation for this is there seems to be a common thread that runs between, and it's this act of wanting more, women who want more. You write that directly, Nicole. I remember the phrase, Margot wanted more, Tandy wanted more. And Terese, you write about you wanting more and expressing that to your partner. Emma, some of the characters we've just mentioned are acting in these ways because they want more. Do you feel, and I'd like to just put this to all of you if I can, do you feel we live in a world in which women are able to ask for more or even demand it? Alors, un fil conducteur qui relie vos œuvres est l'acte de vouloir davantage et les conséquences de le demander. Par exemple, Nicole, dans vos œuvres, il y a les personnages féminins qui en veulent davantage. Vous aussi, vous en voulez davantage. Il y a beaucoup de personnages dans ces livres qui en veulent plus. Donc, c'est une question pour tout le monde ici. Avez-vous l'impression de vivre dans un monde où les femmes peuvent demander plus, voire exiger plus? I think we're full of desire. Like, you know, I think we have endless desire. It's the environment that restricts our ability to communicate it, right? So like the desire to mother how we want, the desire for choice, the desire for, I think like for me, like for our matriarchy to come back to my community so that women are revered instead of targeted. You know, like I desire so much. I think we have, women are full of desire, and sometimes the page is the only way we can really explore it at length without restriction. Perhaps consequences. Like I want a Diet Coke right now. Moi, je pense que nous avons tous énormément de désir pour les choses, un désir sans fin. C'est l'environnement qui restreint notre capacité à en parler, à nous exprimer. Nous souhaitons materner comme nous voulons, nous souhaitons faire des choix, nous avons envie de toutes ces choses. Moi, je veux une communauté où les femmes sont priorisées, où les femmes sont louées pour leur capacité.
les femmes ont beaucoup de désirs. Et parfois, le seul endroit où on peut vraiment l'exprimer de manière sûre, c'est coucher sur papier. Les femmes ont beaucoup de désirs. Par exemple, maintenant, j'ai très envie d'un Diet Coke. Yeah, I mean, I think desire animates every person, and certainly the characters in all of our work, and also us as people, of course. But yeah, I think, as you just said, like the systems that limit your ability to enact that desire, I don't know, I feel very cynical about it in the US right now, and obviously elsewhere. Yeah, I think it's hard as a writer. I don't know that writing a short story should or does change that system at all. I don't think that's what I'm looking for from writing, but yes, so it's an interesting kind of time to put those two things together in a question, even though it's totally, yeah, of course. Sorry, I don't know if that made sense. I hope it. Oui, à mon avis, le désir nous anime tous, nos personnages, mais aussi nous-mêmes. Ces systèmes nous limitent, c'est vrai. Je suis un peu cynique à ce sujet par rapport à l'environnement aux États-Unis et aussi ailleurs. En tant qu'écrivaine, cependant, je ne sais pas si le fait d'écrire des nouvelles est vraiment ce qui va changer ce système. Je ne vois pas vraiment ce résultat découler de l'écriture, mais c'est un moment intéressant de relier ces deux choses. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais voilà. In Patsy, the question that comes from that, what do we lose or gain when we dare to choose ourselves as women? And, because that was something I was also meditating on as I was writing the book. And I'm still asking that question, honestly. I know we deserve more, and I know as women in society, what comes with that, there's anxiety, sometimes even in my own world, asking for more money, for example, is always followed by, oh my gosh, did I ask too much? Are they going to hate me now? And I think it's just not natural as women, but at the same time, fighting against that, saying, no, we deserve more. And that's a mantra I now preach. And hopefully that happens, but we'll see. Effectivement, dans mon deuxième roman, c'est une question que je me pose constamment. Lorsque la femme fait ses propres choix, qu'est-ce qu'elle y gagne? Qu'est-ce qu'elle y perd? Et c'est une question qui traverse mon œuvre et qui traverse mon existence. Je le sais, nous le savons, nous, les femmes, méritons plus. Mais cette revendication s'accompagne d'angoisse. Lorsque, par exemple, je demande plus d'argent, j'ai toujours cette angoisse, ou peut-être que j'ai trop demandé, ou peut-être qu'ils vont me détester maintenant. Donc c'est une lutte constante que de m'auto-raisonner et de me dire non, je mérite plus. C'est mon mantra, c'est mon credo. Yeah, I was just gonna say, like, the page is where we can explore desire, but also like my best friends and I talk all the time, and like those are the people who understand that in our workplaces, when we're trying to negotiate for more, in our relationships, it's like that's the real place you can communicate all the things and be understood. And I guess that's what I hope for in readership too. Oui, je voulais dire que c'est non seulement sur la page où nous pouvons explorer les désirs, exprimer les désirs, mais c'est aussi avec les amis, par exemple. Moi, je sais que je parle beaucoup avec mes amis, c'est avec eux que je peux parler de ce qui se passe au travail, par exemple, de mes soucis par-ci, par-là. C'est ça, ce sont eux, les amis, la communauté qui nous comprend. C'est avec ces personnes qu'on peut se faire comprendre et j'espère qu'avec la communauté de mes lecteurs, c'est pareil. I'm so pleased that you mentioned the context in the US, because that's what I want to go to next. And again, this idea of choice that we've been discussing, because it strikes me that choice has so much to do with who gets a voice
And in the US, we're seeing women, trans and non-binary people's choices drastically assaulted by the fall of Roe v. Wade. And of course, that was front of mind when I was reading Patsy Nicole. She is in this situation because she had no choice to end a pregnancy that she didn't want. And now the reality in the country she moves to in your novel is that that is taking place to women today. And then also, with this wave of book bans that we're also seeing in the US, we are seeing children being denied the choice to read certain books because those books are about race or gender or sexual identity. And it just strikes me, and Emma, you mentioned this is such a particular time to be a writer and to be writing about the kinds of subjects that all of you are treating. And this is a very big question, so I apologize, but what do you consider to be the role of the writer operating in such a charged context like that? En fait, je suis ravie que vous en parlez du choix, parce que cette question a sensiblement à voir avec qui obtient une voix. Aux États-Unis, nous voyons actuellement les choix des femmes et des personnes trans et non-binaires radicalement agressées par la chute de Roe contre Wade. Ce qui me frappe, Nicole, c'est que dans votre roman, la protagoniste principale, Patsy, soit obligée de garder son bébé. Et aujourd'hui, c'est une réalité dans le pays où elle déménage, les États-Unis. Et ce n'est pas tout. Aux États-Unis, il y a également une vague d'interdiction de livres. Nous voyons des enfants se voir refuser le choix de lire des livres parce qu'ils contiennent des thèmes tels que la race, le sexe ou l'identité sexuelle. Emma, vous avez dit que c'est un moment intéressant d'être écrivaine. Et du coup, je me demande quel est le rôle de l'écrivaine dans ces circonstances. So the role of the writer, I would say the role of the writer is definitely to write, but let me go back to my mentor in my head, Toni Morrison. You know, Toni Morrison had said, you know, for her, she doesn't walk around with, you know, with signs or during a protest. Her protest is in her work, her art. And I know I tend to do the same thing. My protest is in my art, not to be didactic, not to beat people over the head, but very subtly, you know, insert certain things. Like, for example, Patsy's situation, showing a reader what it's like to walk in her shoe or to walk in Margot's shoe, challenging them to actually, you know, step inside those people's shoes, but also try to even transcend their own understanding of life and what it means to exist in this world the way they're existing, but knowing that there are other people and there are other situations, and if they're left or far right, whatever it is, they can come to a book like mine, perhaps, or like my fellow panelists, and see people, see human beings on the page, see us grappling with human themes. We are all going through stuff as human beings. And so when a reader comes to a book, like I had come to a book in my initial stage of loneliness and depression, feeling like I'm alive in a world and I can't get to understand others who are not like me. Le rôle de l'écrivain, vaste programme, comme dirait De Gaulle. Je dirais, pour reprendre les paroles de mon mentor, Toni Morrison, qu'on peut protester et qu'on peut s'insurger, mais pas forcément en faisant une manif et en tenant des panneaux. On proteste dans son art, on proteste en écrivant, et c'est ce que moi je fais. Et pas de façon didactique, non, c'est beaucoup plus subtil. J'essaie d'insérer certaines perles de réflexion dans mon ouvrage. Par exemple, le lecteur, lorsqu'il va lire mon deuxième roman, si le soleil se dérobe, il va se mettre à la place de mon personnage principal. Et
ça lui permettra de dépasser sa compréhension personnelle de la vie, de ce qu'est l'existence dans le monde qui nous environne, de comprendre qu'il existe d'autres personnes qui sont différentes dans d'autres situations, et peu importe ses préférences ou son orientation politique, qu'on soit de gauche ou de droite, n'importe quel lecteur peut prendre un livre, le mien, ou les ouvrages de mes amies ici présentes, et de s'apercevoir que dans ce livre, sur la page, il y a des personnages qui luttent, qui sont en but aux thématiques humaines. Et moi, lorsque je prends un livre, je serai peut-être déprimée, je serai peut-être, peu importe mon état émotionnel, à partir du moment où je lis l'histoire de ces personnages, je comprends, je me mets à leur place et tout de suite, ça va mieux. Yeah, I think that was said very beautifully, just that the writer's role is to write, but then also, you look to writing and reading to kind of expand your sense of what it means to be a human being. I feel like that alone is an amazing sort of role of writing, and I don't kind of look to it for much more. Yeah. Je trouve que cela a été très bien dit. Les écrivains doivent écrire. Je pense que les gens lisent, les gens écrivent pour élargir leur sens, le sentiment de ce que ça fait d'être un humain, un être humain. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de profond. Mais je ne cherche pas autre chose dans l'écriture, je dirais. I love Toni Morrison. I think she's so eloquent and good, and her work is a provocation, and it's also enjoyable. I love her work. I'm not as eloquent. I'm a little sweet, mean troublemaker. I like to provoke. I write to provoke. If I'm working in academia, I'm provoking the institution. If I'm writing about men, I'm provoking the ideas between men and women and sexuality, and negotiating my space as an Indigenous woman. I think I was raised to create discord, and I think anywhere I go, and no matter what I do, it's my job to note disparity and note racism and sexism, and to take up for my people. So I think it was innate that I would do that as a writer, And I think things are getting so bad. I'm not hopeless, I'm just more angry. Tout d'abord, je dois dire que j'adore Toni Morrison. Je trouve qu'elle est très éloquente. Ses œuvres sont provocateurs, mais aussi agréables à lire. Moi, je ne suis pas aussi éloquente. Je suis quelqu'un qui aime un peu provoquer les gens. Je suis toute douce, mais j'aime provoquer les gens aussi. Par exemple, dans les institutions académiques, je provoque les institutions, là où je suis professeure. Quand il s'agit des hommes, j'aime provoquer les hommes, vraiment lancer le débat sur les relations entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai été élevée pour pour provoquer, pour bouleverser l'ordre actuel. C'est mon travail, chercher les disparités dans le monde et les repérer et en parler. Le racisme, le sexisme, je suis là pour protéger mon peuple, pour défendre mon peuple. Et du coup, c'est logique que je ferais cela en tant qu'écrivaine aussi. Quand les choses ne vont pas bien, je ne perds pas l'espoir, c'est juste que je me fâche davantage. I just think that's great. More provocation, please, needed. So I want to talk now about the role of two things, trauma and ugliness, which both appear and are named in your work.
Trauma and ugliness are, of course, part of life, and we've discussed that a bit already, but we often do not explicitly name them out of fear for the consequences. Is there power in doing so, in naming these things through literature? C'est le bon moment de faire la transition vers autre chose, notamment le traumatisme et la laideur. Ces deux choses apparaissent et sont nommées dans toutes vos œuvres. Le traumatisme et la laideur font bien sûr partie de la vie, mais souvent nous ne les nommons pas explicitement par peur des conséquences. Y a-t-il un pouvoir à le faire à travers la littérature? So I do think there's power in naming trauma. And I know this is a very delicate subject because a lot of us, a lot of writers shy away from that. You know, trauma. You don't want to re-traumatize your readers, you know. But I do think we're artists first as well. And if it calls for documenting the level of traumas the characters have gone through, I think it's worth it. And I opened up the conversation, this panel, with saying that I was raised in a household where we were raised to respect our silences and shame. And for a long time, I walked around as a mute little girl. And so my writing, I reclaim my power in writing. And so there, I would not be dared to be silenced anymore. And I would never lend that to my characters either. I think there's power in naming. But then when we talk about craft, it's how we do it, you know, because you can describe trauma, you can describe a rape or incest or all those things that, yes, I happen to talk about in my books. But my prose is not gonna scream it. It has to be done in a subtle way, but still loud enough for the reader to get it and understand. Je pense effectivement que l'écriture peut permettre de surmonter les traumatismes. C'est quelque chose de très délicat, le traumatisme. C'est délicat à aborder dans ses écrits parce qu'on ne veut pas traumatiser et retraumatiser le lecteur. Et après tout, nous sommes artistes, c'est notre vocation première. Et donc, moi, c'est une voix que je veux faire porter et c'est un message que je permets à mes personnages de porter également parce que je pense que ça en vaut la peine. Dans mon enfance, on avait l'obligation de respecter ces silences, de rester dans la honte, dans la peur. Et pendant très très longtemps, j'étais une petite fille muette. Et c'est par le biais de l'écriture que j'ai trouvé ma voix, que je suis devenue poète. Et c'est une puissance et c'est une possibilité que je revendique. Le fait de dire les choses, effectivement, ça émancipe. Et c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que nous écrivons. Effectivement, dans mon ouvrage, je parle de traumatismes tels que le viol, tels que l'inceste, mais ma prose n'est pas un cri. Il n'y a pas besoin, c'est plus subtil. Je veux que le message que je fasse passer soit un murmure certes, mais un murmure audible que le lecteur ne peut pas ignorer et qu'il comprendra. Yeah, like Nicole is saying, I think artfulness comes first. And if you're going to have a traumatic incident, the writer chooses how to modulate that information and from what point of view are you telling it and how are you adjusting the intensity around it or the word choices. And yeah, and I think having written a book that was very much from the point of view of a young adolescent girl who was very much at the kind of mercy of larger forces. I found it interesting as a writer to now write from the point of view of kind of men who perpetrate acts of violence on other people. And that kind of shift in perspective, even though you're still talking about something violent, something traumatic, has just been an interesting kind of challenge as an artist. Oui, comme Nicole a dit, je trouve que c'est l'art qui doit venir avant tout.
Si on choisit d'écrire quelque chose sur le traumatisme dans son roman, il faut le moduler. Quel point de vue est-ce qu'on va utiliser? Comment on va faire pour modifier l'intensité? Quel va être le choix de mots qu'on utilise? Ayant écrit un livre sur les expériences d'une jeune adolescente qui se trouve au centre de plusieurs forces dans le monde, je me disais que ce serait intéressant de choisir le point de vue d'un homme qui lui-même est l'auteur de violences, pour changer de perspective un peu, pour changer de point de vue. Je trouvais que c'était un défi intéressant en tant qu'artiste. I think there's so much power in owning your story and your survival, because how often are stories of women's trauma and bodily harm against us used in the media to titillate, or like the murder podcast and Law and Order SVU, Lifetime Movie Network. So our stories are always maltreated and mishandled. And when we can own our stories as survivors, we can bring autonomy to our victimization and make ourselves human. You know, we're treated as inhuman subjects when we're on the news as victims. There's gory details and photographs, things like this, and it's such a degradation. So anytime we can own our own stories or traumas, I think it's powerful. Je trouve qu'il y a beaucoup de pouvoir dans nos propres histoires, dans le fait de réapproprier nos histoires et notre survie. Parce que ça arrive bien trop souvent que les histoires du traumatisme contre les femmes sont utilisées contre nous ou utilisées pour éveiller la curiosité des gens. Je pense notamment au podcast sur les meurtres de Law and Order SVU, plein d'autres exemples. Nos histoires sont trop souvent maltraitées. Et si nous approprions nos propres histoires, cela augmente notre autonomie et cela nous rend plus humains. Nous ne sommes pas vus comme des êtres humains comme quand nous sommes dans les actualités en tant que victimes de crimes avec des photographies dégueulasses. Moi, je trouve que c'est bien plus puissant d'approprier nos propres histoires et de les raconter nous-mêmes. Merci beaucoup. Alors, ça c'est toutes mes questions. That's all my questions. I don't know if I missed anything or if anyone would like to say anything, please. You're very welcome. I think you did great. Merci à tous et à toutes. J'espère que cette conférence vous a plu. Je me permets de finir par rappeler vos ouvrages que vraiment je recommande. Ces ouvrages sont incroyables, j'avoue. Terese Mailhot, vous êtes l'autrice du livre Petite femme montagne, publié en français aux éditions des Paysages et traduit en français par Annie Provonost. Nicole Dennis-Benn, vous êtes l'autrice du Si le soleil se dérobe, traduit par Benoît d'Auvergne pour les éditions de l'Aube. Emma Cline, vous êtes l'autrice du livre Daddy, publié en français par les éditions La Table Ronde et traduit par John Esch. Merci beaucoup.